Bonsoir, bienvenue dans ce Forum Veritas. Alors, Benjamin nous a rappelé de quoi il s'agit, d'une soirée d'échange, de débat entre un penseur chrétien et un autre qui ne l'est pas, et le but est, pour ceux qui viennent y assister, d'élargir son horizon de pensée en découvrant des raisonnements et des arguments qui ne sont pas forcément les siens. Alors, ces soirées sont organisées par le groupe biblique universitaire de Clermont-Ferrand en partenariat avec le foyer évangélique universitaire. Merci à eux. Le thème de ce soir, c'est transhumanisme, demain tous immortels. Peut-être vous demandez-vous, le transhumanisme, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose qui peut être flou pour certains. La définition proposée par Wikipédia est la suivante. Le transhumanisme est un mouvement culturel et intellectuel international prônant l'usage des sciences et des techniques afin d'améliorer la condition humaine, notamment par l'augmentation des capacités physiques et mentales des êtres humains. Longtemps, le transhumanisme, j'ai l'impression qu'il a été associé à la science-fiction, où on voyait des prothèses cybernétiques. Aujourd'hui, c'est un sujet d'étude dont on parle de plus en plus, avec des ONG telles que Humanity Plus, qui militent pour l'utilisation éthique des nouvelles technologies afin de procéder à l'amélioration humaine. Alors, cette perspective d'une humanité transformée a suscité de nombreuses réactions, tant positives que négatives, d'où l'intérêt du débat de ce soir, et qui nous rappelle aussi que l'intérêt pour augmenter les capacités humaines s'inscrit dans la quête fort ancienne, finalement, de l'immortalité. Alors, pour débattre avec nous ce soir, nous avons deux invités. À ma droite, Didier Kernel, qui est vice-président de... Décidément, c'est pas ça. Bon, il faut prendre... Vice-président j'en ai perdu, je suis perdu dans mes notes. Vice-président de l'association française transhumaniste Technoprog et membre du board de Humanity Plus. Il milite pour la recherche en faveur d'une vie en bonne santé beaucoup plus longue. À ce titre, il est notamment coprésident de l'association HEALS, Healthy Life Extension Society, et membre fondateur ainsi que membre du board de l'International Longevity Alliance. Il publie les lettres d'information La mort de la mort et est intervenu lors de nombreuses conférences et dans les médias en français, anglais et néerlandais. Il a publié 2 livres, Et si on arrêtait de vieillir, réalité, enjeux et perspectives d'une vie en bonne santé beaucoup plus longue, paru en 2013, et avec Marc Roux de Technoprog, Le transhumanisme au service du progrès social en 2016. Didier Kernel vit en Belgique, où il est juriste et travaille dans une administration compétente pour la sécurité sociale. Il est actif partisan de la démocratisation des institutions internationales. Depuis plus de 30 ans, il milite dans des mouvements écologistes et socio-progressistes et contribue financièrement à la lutte contre la faim dans le monde. À ma gauche, Frédéric de Coninck, lui, est sociologue des modes de vie et des techniques. Il est titulaire d'un doctorat et d'une habilitation à diriger les recherches en sociologie, obtenues en 1989 et 1994. Il est professeur à l'École nationale... Je suis retraité. Tout le reste, c'est du passé, mais c'est vrai, mais je suis retraité. Retraité. Professeur retraité à l'École nationale des ponts et chaussées et chercheur retraité aussi au laboratoire Ville, Mobilité, Transport à Marne-la-Vallée. Il était coordinateur du laboratoire d'excellence Futur Urbain, fédérant les forces de recherche sur la ville de l'Est parisien. Membre d'une église ménonite, ça je pense que c'est encore au présent. C'est toujours vrai, oui, tout à fait. Il est attaché à construire un dialogue entre les sciences sociales et les enjeux de la foi. Il a publié de nombreux ouvrages, dont Agir, travailler, militer, une théologie de l'action aux éditions Excelsis. Et on peut aussi citer son dernier ouvrage, Être celle de la Terre dans un monde en mutation, où il aborde entre autres le sujet qui nous intéresse ce soir. Alors merci à tous les deux d'être présents. Pour ma part,
Je suis chargé d'être le modérateur de ce débat et la soirée que nous vous proposons se déroule en 4 temps. Tout d'abord, M. Kernel prendra la parole, 20 minutes pour exposer sa pensée sur le sujet. Et ensuite, de la même façon, c'est M. De Koninck qui, pendant 20 minutes, exposera son point de vue. Et ensuite, nous leur donnerons 10 minutes pour qu'ils dialoguent ensemble. Ils réagiront à ce qu'ils ont dit l'un l'autre. Ils pourront éventuellement s'interpeller ou demander des précisions sur les points qu'ils souhaitent voir éclairés. Et puis finalement, il y aura un temps d'échange avec vous. On se donne une trentaine de minutes pour que vous puissiez poser vos questions. Un dernier mot avant de commencer. La soirée est enregistrée. Vous retrouverez ces enregistrements sur Internet, sur le site des Forums Veritas. Par contre, je vous demanderai d'éteindre vos portables ou de les mettre en mode avion afin d'éviter les interférences avec les enregistrements. Voilà, je vous remercie. Et donc, sans plus attendre, nous allons commencer et je vous donne la parole. Vous pouvez... Merci, bonsoir. Donc, c'est une introduction déjà fort complète et donc c'est un accueil vraiment très positif. Et je vais essayer de vous parler pendant une vingtaine de minutes, principalement des questions relatives à la longévité, puisque c'est le sujet aujourd'hui. Mais avant cela, quand même, quelques mots d'introduction générale au transhumanisme. Qu'est-ce que c'est que le transhumanisme? Donc, il y a toutes les questions liées aux modifications de l'être humain, aux modifications possibles de l'être humain, qui comprennent celles dont je vais parler de manière longue, donc tout ce qui permet de vivre beaucoup plus longtemps en bonne santé, mais aussi les améliorations cognitives, donc ce qui pourrait nous permettre un jour d'être plus intelligents, mais aussi plus empathiques, plus attentifs les uns vis-à-vis des autres, au-delà de ce qui est possible par l'éducation, ce qui est possible par les moyens, je dirais, classiques. C'est également le transhumanisme, on en parle, c'est peut-être ce qui vient le plus souvent dans les médias, mais ce n'est pas le plus important, c'est les possibilités de changer son corps pour aller plus loin, plus fort, ou au contraire pour pouvoir mieux s'intégrer à un environnement, mais ça c'est plus anecdotique. Et enfin, le transhumanisme dans un sens plus large, et le technoprogressisme ici en France et dans les pays francophones, c'est également s'intéresser à toutes les questions qui sont liées au progrès technique dans une optique de progrès social, et donc ce qu'on appelle parfois la transition laborale, donc un monde où on pourrait beaucoup moins travailler, également toutes les questions relatives à l'intelligence artificielle et puis à un développement durable. Ok, pour le reste de mes 20 minutes ici, je ne vais parler que de longévité. Et d'abord, une petite piqûre de rappel. Aujourd'hui, comme tous les jours, il y a à peu près 110 000 personnes dans le monde qui vont mourir de maladies liées au vieillissement. Depuis une trentaine d'années, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, lorsque des femmes et des hommes décèdent, ils décèdent en majorité de maladies liées au vieillissement. Donc, depuis des milliers d'années, il y a des gens qui atteignent des âges élevés, mais c'était une minorité. Aujourd'hui, dans un pays comme la France, c'est 90% des décès qui sont liés donc, à l'ensemble des maladies cardiovasculaires, les cancers, les maladies neurodégénératives, mais aussi tout simplement quand quelqu'un meurt de la grippe, quand quelqu'un meurt d'une chute, c'est lié au vieillissement. Si mon père, qui a 87 ans, attrape la grippe, sa probabilité d'en mourir de 4-5%, 10% peut-être même. Pour moi, si je l'attrape, c'est 1%, ou même moins, et pour vous, c'est encore moins. Une jeune fille qui a aujourd'hui 17 ans en France, 17-18 ans en France, a une probabilité de mourir l'année prochaine de 1 sur 3000. Donc, s'il n'y avait pas les maladies liées au vieillissement, aujourd'hui,
en France, l'espérance de vie serait déjà de plusieurs milliers d'années. Et donc nous ne serions pas immortels, nous ne serions pas tous immortels, mais nous serions amortels, nous ne mourrions plus de maladies liées au vieillissement. Alors, finalement, ce que proposent les transhumanistes dans le domaine de la longévité, et en tout cas la plupart d'entre eux, c'est simplement de la médecine qui va plus loin que ce qu'elle peut réaliser jusqu'ici. Donc la médecine, en fait, ça a toujours été un dépassement de la nature, que ce soit par des médicaments, que ce soit par des vaccinations, que ce soit par la chirurgie. Et donc nous pourrions progresser encore par d'autres produits qui sont en train d'être cherchés par des scientifiques partout dans le monde, par des thérapies géniques, par des nanotechnologies, ou encore par d'autres moyens. Nous pourrions également, parce que c'est une question de choix, c'est une question de priorité, et ça n'est pas quelque chose qui est certain, nous pourrions également utiliser les progrès en matière informatique, les progrès en matière d'intelligence artificielle pour faire ces recherches de manière plus efficace. Alors, souvent dans ces débats, à un moment, la question qui se pose, donc les gens disent, bah oui, peut-être qu'on peut y arriver, mais est-ce que c'est bien souhaitable d'y arriver parce que, première chose, il y a un risque d'inégalité. Alors, donc, oui, les technologies qui se développent impliquent des risques d'inégalité, et c'est pour ça que, comme transhumanistes technoprogressistes, ce sur quoi un des aspects sur lesquels nous insistons fortement, c'est pour qu'il y ait des moyens publics qui soient affectés à ces recherches en matière de santé, à ces recherches scientifiques, pour que ces moyens publics permettent demain à tous ceux et toutes celles qui le souhaitent de vivre beaucoup plus longtemps et pas seulement les plus riches. Alors, en fait, jusqu'ici, dans l'histoire récente de la sécurité sociale et de la protection sociale dans les pays européens, ça s'est bien passé, mais ça pourrait ne pas aussi bien se passer s'il n'y avait pas d'investissement collectif et s'il n'y avait pas une réflexion collective, et notamment si un certain nombre de gens qui disent il ne faut pas aller trop loin ont trop de succès, parce qu'alors il ne faut pas aller trop loin en matière de longévité signifiera il ne faut pas aller trop loin en matière de longévité pour les pauvres, parce que les riches pourront avoir les technologies qui se trouvent ailleurs. Donc c'est très important qu'il y ait des moyens publics, c'est important qu'il y ait un changement de paradigme, qu'on se rende compte que, donc encore une fois, aujourd'hui, l'obstacle par rapport à la mortalité, l'obstacle numéro 1, ce sont les maladies liées au vieillissement et rien d'autre, donc, et quasiment rien d'autre. C'est comme ça, donc je l'ai dit, en France et le reste de l'Union européenne, mais même à l'échelon de la planète, contrairement à ce qu'on pense souvent, 70% des décès, plus de 70% des décès à l'échelon de la planète sont causés par le vieillissement. Et en fait, l'espérance de vie, elle progresse plus rapidement, et pas moins rapidement, dans les pays du Sud que dans les pays du Nord. Donc, dans ce domaine-là, d'ailleurs, les inégalités ont tendance à diminuer et non pas à s'accroître. Donc si l'on considère que le droit à la vie est un droit humain, enfin, je pense que là-dessus il y a un relatif consensus, que c'est le droit humain le plus important, et si on considère que les personnes âgées sont des êtres humains relativement similaires aux autres êtres humains, eh bien la priorité numéro 1, c'est les soins en matière de vieillissement. Alors, j'insiste sur le fait qu'il s'agit d'une question de choix. J'ai parlé des aspects financiers, mais aussi le fait que aujourd'hui nous avons toutes sortes de technologies ne signifie pas que nous soyons obligés de les utiliser. Il y a peut-être un certain nombre de gens parmi vous qui n'utilisent pas de mobile encore, par exemple, et je pense qu'il serait souhaitable dans une société à venir qu'un certain nombre de gens n'utilisent pas les thérapies parce que ça favorise une diversité et qu'une diversité dans la société, c'est une bonne chose. Mais il n'empêche,
le fait de permettre aux femmes et aux hommes qui le souhaitent une vie en bonne santé beaucoup plus longue, ça a toutes sortes d'effets collatéraux globalement positifs dont on ne se rend pas compte, et je reviendrai sur la raison pour laquelle on ne s'en rend pas compte après. Une première raison, c'est que lorsque les gens vivent plus longtemps, cela rend la vie beaucoup plus précieuse. J'ai beaucoup aimé un film qui s'appelle La Balade de Kurosawa et qui se passe dans le Japon d'il y a 200 ou 300 ans. Et dans la première scène de ce film, vous voyez un paysan qui court avec un cadavre d'enfant dans les bras. Il court à travers les champs enneigés. Et pour le spectateur occidental contemporain qui voit ce film, il se dit « Ah, mais en fait, c'est parce qu'il est choqué par le fait qu'il a trouvé un enfant mort, victime d'infanticide. » Et en fait, non. Le paysan qui court, il est choqué parce qu'on a jeté le cadavre de l'enfant dans son champ et pas ailleurs. Pourquoi ça se passe comme ça? Parce que dans l'histoire pas si ancienne que ça de l'humanité, les enfants qui venaient de naître et les enfants en bas âge, ils étaient beaucoup moins précieux qu'aujourd'hui parce que leur risque de mourir était beaucoup plus élevé. Donc une société dans laquelle nous savons que nous pouvons vivre beaucoup plus longtemps, c'est une société dans laquelle nous sommes beaucoup plus attentifs les uns vis-à-vis des autres, beaucoup plus attentifs donc à sauver à notre santé, à notre avenir et à celui des autres. C'est donc aussi une société dans laquelle potentiellement nous sommes beaucoup plus attentifs à l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, on peut se dire, après moi, les mouches, les gens qui réfléchissent aux problèmes environnementaux, finalement, se disent, ou peuvent se dire, bon, dans un siècle, je ne serai plus là, et donc peu importe. S'ils savent qu'ils vont avoir un corps beaucoup plus durable, ils vont avoir comme conséquence intuitive d'être beaucoup plus attentifs à l'environnement. Et puis, ensuite, tout simplement, moi qui ai 57 ans, je sais que ça ne suffit pas pour devenir adulte d'avoir vécu 57 ans. Et donc, pour devenir pleinement adulte et aussi pour devenir pleinement, on va dire, en équilibre, le fait de savoir que vous pouvez vivre sans limitation de durée est rassurant. Mais alors, pourquoi est-ce que certainement pas mal d'entre vous se disent non, mais finalement, c'est quand même souhaitable de continuer à vieillir, c'est quand même souhaitable pour toutes sortes de raisons. En réalité, la raison inconsciente la plus importante, c'est, vous la trouvez notamment dans une fable de La Fontaine, qui est, à un moment, le renard et le corbeau. À un moment, le renard aperçoit... Les raisins. Le renard et le raisin, pardon. Sorry. À un moment, le renard aperçoit des raisins qui ont l'air extrêmement appétissants sur un endroit élevé. Et en fait, ils n'arrivent pas à atteindre ces raisins. Et ils se disent, ces raisins doivent être sûrs, doivent être avariés. De la même manière, par rapport à tout ce qui est aujourd'hui un objectif inatteignable, la meilleure manière pour nous, par rapport à quelque chose qui est à la fois insoutenable, qu'en fait nous ne souhaiterions même pas à notre pire ennemi probablement, et par rapport à quelque chose qui est en même temps inaccessible, eh bien la seule manière de pouvoir gérer cela, c'est de le rendre acceptable, de se dire que en fait c'est bien de mourir, que c'est bien de souffrir, pour toutes sortes de raisons qui ne sont pas nécessairement des raisons religieuses, et parce que l'être humain a une capacité absolument extraordinaire de se raconter des histoires.
je voulais dire encore une chose, je dirais plus technique au point de vue médical. J'ai parlé, vous savez probablement, la plupart d'entre vous ici, que l'espérance de vie dans le monde progresse, qu'il y a des ralentissements, et il y a même une décroissance aux États-Unis, mais surtout, alors que l'espérance de vie, elle progresse, l'espérance de vie moyenne, elle progresse, particulièrement dans les pays du Sud, la durée de vie maximale, elle ne progresse pas. Et donc, quand des personnes opposées au transhumanisme disent oui, mais en fait, il y a 2000 ans, il y avait déjà des gens qui atteignaient à peu près le même âge que maintenant, ils ont parfaitement raison. Ils ont parfaitement raison. Donc, moi, je ne suis pas, comme transhumaniste, là pour vous dire les technologies sont là et on va y arriver après-demain. Je suis là pour vous dire les technologies sont envisageables dans un futur pas si lointain et on peut y arriver, non pas après-demain, mais dans une dizaine d'années, à condition d'y mettre le prix, à condition qu'il y ait un changement de paradigme, à condition qu'il y ait de l'énergie qui soit impliquée pour cela. Donc la personne la plus âgée au monde aujourd'hui a environ 116 ans, pardon, et quelques années après Jésus-Christ, en l'an 5 à peu près, mourait Terentia, la veuve de Cicéron, à 104 ans. Donc, la durée de vie moyenne a probablement à peu près triplé entre la France et l'Empire romain, mais la durée de vie maximale n'a quasiment pas progressé depuis plus de 2000 ans. Alors, je voudrais dire quelques petites choses, parce que jusqu'ici, j'ai parlé de longévité et de comment pouvoir vivre plus longtemps de manière classique. Je sais qu'il y a aussi des questions de perspective, je dirais, vertigineuses, donc, dont on parlera probablement un peu plus longuement, mais comme il me reste encore 4 minutes, c'est certain que les progrès technologiques, et cela aussi, parfois on dit les transhumanistes veulent n'importe quel progrès technologique, quel qu'il soit, donc les progrès technologiques comportent des risques, il faut faire des choix, et ça n'est pas facile, d'autant plus que choisir, c'est toujours renoncer à certaines choses. Et donc il y a des risques que Nick Bostrom est un des fondateurs du mouvement transhumaniste, et c'est probablement la personne la plus connue pour ce qui concerne les questions liées aux risques, que Nick Bostrom appelle les risques existentiels, donc les risques qui pourraient mettre fin à l'histoire de l'humanité. Et parmi ces risques, il y a toutes les questions liées au développement de l'intelligence artificielle. Donc par rapport à cela, autant pour moi il n'y a aucun doute, mais évidemment on en discutera tout à l'heure, mais sur le fait que globalement permettre à ceux qui le souhaitent une vie beaucoup plus longue est globalement positif, autant par rapport aux autres progrès technologiques, il y a certainement des risques. Et ensuite, dans les questions vertigineuses, toujours liées à l'intelligence artificielle et au progrès de l'informatique, il y a notamment les questions liées à ce qui est parfois envisagé de pouvoir un jour, on va dire, copier la conscience sur un support informatique. Si c'était possible, cela serait une source de questions éthiques, philosophiques, mais aussi politiques, sociales, absolument infinies, dont je ne parle pas, parce que sinon je dépasserai largement les 20 premières minutes. Voilà. Je les ai pas atteints. Ah non. Je vais m'arrêter là, comme ça, et on aura place pour une question de plus. Vous aurez du rab sur votre temps de parole suivant. Monsieur De Koninck. Voilà. Bon, donc je ne réponds pas directement, c'est pas le propos, hein, à mon interlocuteur. Pour l'instant, je développe mon truc et on s'interpellera par la suite.
Bon, de toute façon, moi, il y a un constat, je pense que c'est difficile de ne pas être d'accord. Est-ce qu'on va dire que tout va bien dans l'humanité, qu'il n'y a rien à changer, rien à réparer? Non, ça, voilà, là, de ce point de vue-là, je suis en accord total, de toute façon, avec ce point de départ des transhumanistes. Bon. Évidemment, j'ai plus de questions. Pas forcément des questions de légitimité ou de risque, enfin le risque oui, on en reparlera, mais j'ai plus de questions sur le fait que l'innovation technique sous toutes ses formes, donc les biotechnologies dont on a parlé, les prothèses, l'intelligence artificielle, pourraient arriver à faire quelque chose de trans, enfin d'aller au-delà vraiment de l'humanité, de faire quelque chose de nouveau. Quelquefois il y a le mot de singularité qui est employé comme si tout d'un coup il y allait avoir quelque chose de radicalement nouveau, une espèce tout à fait nouvelle, au-delà de l'humain. Bon, ça j'ai plus de questions. Et est-ce qu'on va résoudre les contradictions actuelles de l'existence humaine à coup de technologie? On résout des choses avec la technologie, absolument. Alors là, je pense qu'on a aujourd'hui quand même pas mal de retours d'expérience sur ce que la technologie en général peut produire et ce qu'elle ne produit pas. Voilà. Et je ne pense pas que ce que nous promet le transhumanisme soit finalement nous dise autre chose. Je ne pense pas qu'il va se produire autre chose. Bon, alors, en fait, pour dire en un mot, je pense le piège que moi je vois se reproduire un peu d'époque en époque, c'est que, alors qu'on a des problèmes qualitatifs, qualité de vie, qualité de nos relations les uns avec les autres, on va les résoudre par des moyens quantitatifs. Alors là, par exemple, on va augmenter la durée de la vie et on aura une meilleure vie. Alors, personnellement, je n'ai pas du tout envie de mourir. Je n'ai rien contre l'augmentation de la durée de vie. Bon, mais est-ce que ça va faire une vie plus juste? Est-ce que ça va nous rendre plus mûrs? Est-ce que ça va améliorer la qualité de notre vie? Je pense qu'en fait, il y a une certaine orthogonalité quand même entre le quantitatif et le qualitatif. Alors, j'ai des exemples pour faire comprendre ce que je veux dire, d'exemples d'innovations techniques qui ont changé radicalement notre vie au point que, je pense, on peut parler d'ores et déjà de rupture. Un exemple qui est plus de ma génération que de la vôtre, mais c'est l'équipement du domicile. Moi, je me souviens encore quand la première machine à laver est arrivée chez moi, j'étais un tout petit gamin. L'équipement du domicile, ça a changé radicalement le temps qu'on passe aux tâches ménagères, au point que dans les enquêtes qu'on fait sur le temps de travail, on sait que le temps de travail des hommes et des femmes se rapproche, non pas parce que les hommes travailleraient plus au domicile, mais parce que les femmes ils travaillent beaucoup moins, ils passent beaucoup moins de temps. Donc ça a libéré énormément de temps, et surtout pour les femmes. Alors là, moi, j'ai rien à dire, mais la question, c'est est-ce que du coup, les couples s'entendent mieux? Ça n'a pas aggravé la situation des couples, ça n'a pas non plus amélioré. C'est autre chose. Hein, la qualité des relations, elle ne se joue pas là-dedans. Voilà. Je me souviens encore quand, bon alors là c'est plus récent, quand le téléphone portable s'est développé d'un coup, 97 en France, et Internet, à peu près au même moment, on a dit, ah ben voilà, on va avoir des outils de communication, on va pouvoir communiquer mieux. Hein. Internet, ça va promouvoir la démocratie. On va pouvoir communiquer avec n'importe qui, n'importe quand, n'importe où, etc. Alors, moi j'ai un téléphone, hein, je veux dire, j'ai la 4G, tout ce que vous voulez. Bon. Je communique de manière plus puissante. Est-ce que je communique mieux avec les autres? Bon, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que ça a quand même aussi provoqué les fake news, des constitutions de communautés qui tournent en boucle. On ne peut pas vraiment dire que ça a amélioré la communication. Si vous allez sur n'importe quel forum d'un journal quelconque, etc., vous allez voir qu'en fait de communication, il y a beaucoup d'invectives qui se sont développées. Donc je trouve qu'on ne communique pas mieux, mais on communique plus. On communique d'une manière plus puissante. Le quantitatif s'est incontestablement amélioré. Le qualitatif, bon, enfin, j'ai pas l'impression. Je prends un troisième exemple. J'ai 4 exemples rapides. Hein. La question de la santé. Alors oui, moi, si j'étais né 40 ans plus tôt, je serais déjà mort. Hein. Donc bon, incontestablement, je suis au bénéfice des progrès de la santé. Il n'y a pas de doute là-dessus. Aujourd'hui, la pathologie qui coûte le plus cher à l'assurance maladie, c'est la santé mentale. Ça coûte plus cher la prise en charge de la santé mentale que les maladies cardiovasculaires et que la prise en charge du cancer. Bon, les ordres de grandeur sont à peu près les mêmes, mais ça coûte plus cher. Et là-dedans, c'est pas tellement la maladie mentale aiguë, c'est la maladie mentale, les malaises ordinaires, enfin, je veux dire,
la dépression, les épisodes anxieux, etc. C'est ça qui coûte cher. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est survitaminé du point de vue de notre santé physique. La santé mentale, elle ne suit pas. Donc, et là-dedans, je peux vous dire que les gens mangent de la chimie. Hein. Ils mangent de la chimie, ils vont mieux, on ne peut pas dire qu'ils vont bien. Voilà. Vous voyez, encore une fois, on voit que la question quantitative, je ne la méprise pas du tout, mais elle ne règle pas tout. Alors, le dernier exemple est un tout petit peu plus inquiétant, c'est la question des armes. Je ne connais pas d'exemple dans l'histoire d'une technologie qui n'a pas été utilisée dans le domaine militaire. Voilà. Vous pouvez me donner peut-être un contre-exemple, je ne connais pas. Donc ça veut dire qu'aussi, quand on touche à la technologie, on touche à la transformation de la guerre. Aujourd'hui, par exemple, le terrorisme est rendu possible parce qu'en fait, il y a des armes à répétition qui sont très faciles, qui coûtent pratiquement rien. Bon, voilà. Bon. Mais, je veux dire, voilà. Alors, ce que ça veut dire, c'est que là, et là, en fond, je pense que c'est pas là-dessus qu'on ne sera pas d'accord. On ne peut pas donner quitus à l'innovation technologique, il faut qu'il y ait une régulation, il faut qu'on en discute. Pour ça. Mais plus profondément, je pense que l'augmentation de nos moyens ne règle pas la question de la domination. Bon, là, je parle d'abord comme sociologue. Je parlerai de Dieu après, mais je ne veux pas en parler trop vite, parce que quand on prononce le mot de Dieu, ça crée beaucoup d'ambiguïté. Vieillard à barbe blanche, père fouettard, bon. C'est pas ma conception de Dieu, mais je vais en parler, mais d'abord, voilà, je vais dire ce qui a de l'importance pour moi. On ne règle pas la question de la domination. Et en fait aussi, bon, ça, je ne vais pas... Mais rendre une société globalement plus riche ne la rend pas forcément plus heureuse tant qu'on ne diminue pas les inégalités. En fait, ce qu'on sait, c'est que... bon, là, vraiment, je vous dis ça en 2 minutes, il faudrait le développer, mais en fait, vous vous sentez plus ou moins privilégié par rapport aux autres. Et si, en fait, tout simplement, tout le monde devient 2 fois plus riche, ben, en fait, les gens ne deviennent pas 2 fois plus heureux. Je vais vous donner un exemple très concret. Quelqu'un qui touche le RSA aujourd'hui, il a un niveau de vie nettement supérieur à celui de Louis XIV. Je pense pourtant qu'il y a beaucoup plus de gens qui préféreraient être Louis XIV que de toucher le RSA. Enfin, ça peut se discuter. Bon. Alors, et j'ai pas l'impression, alors là, bon, on en discutera, mais que ces questions soient contournées par les innovations qu'on nous propose aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Par exemple, on parle des exosquelettes qui peuvent améliorer la santé de gens qui sont paralysés. Alors ça, on voit des reportages à la télévision. Ce qu'on voit moins à la télévision, c'est que déjà aujourd'hui, hein, en fait, ces exosquelettes, ils sont opérationnels dans le domaine militaire. Ça sert à augmenter si vous voulez imaginer un fantassin qui va transporter des charges extrêmement lourdes sur de longues distances sans se fatiguer, ben, vous lui mettez un exosquelette, c'est un squelette extérieur qui en fait est émulé. Alors là, en l'occurrence, dans le domaine militaire, par les mouvements du fantassin, mais qui simplement l'aide à se mouvoir. On parle des armes autonomes, on parle d'intelligence artificielle. Alors peut-être qu'on les interdira, les armes autonomes, hein, je veux dire, mais c'est une innovation qui est là, à portée de main, et d'ores et déjà un drone téléguidé à l'autre bout de la Terre avec une quasi-arme autonome. Bon. Mais sortons du domaine militaire, on parle des véhicules autonomes. Bon, ça c'est l'intelligence artificielle, et puis on voit bien que ça pourrait aussi avoir des applications pour des gens qui sont plus en état de conduire. Donc, mais les véhicules autonomes, par exemple, ils ne vont pas diminuer la congestion, ils ne vont pas tellement diminuer la consommation d'énergie. Bon, voilà ça. Et puis, alors oui, toute la question des inégalités. Alors, aujourd'hui, mais peut-être qu'on pourrait faire les choses différemment, je ne vois pas l'innovation technologique comme un facteur qui réduit mécaniquement et directement les inégalités. Voilà. Alors, mais derrière tout ça, il y a une question, c'est la question qui me préoccupe, c'est qu'est-ce qui fait le sel de la vie? C'est-à-dire, allonger la vie, pourquoi pas? Si c'est pour m'ennuyer pendant plus longtemps, je ne suis pas forcément d'accord. Donc, qu'est-ce qui fait le sel de la vie? Qu'est-ce qui fait que, en fait, j'ai un goût pour la vie? Alors là, on peut en discuter, mais pour moi, il y a ce qui fait le sel de la vie, justement, c'est les relations que je peux avoir avec les autres, les relations alors positives, quelquefois négatives, que je peux avoir avec les autres. Et puis, au fond, ce que je vois aujourd'hui, c'est que les sociétés riches dans lesquelles on vit sont des sociétés où les gens ont quand même du mal à coexister, ont du mal à vivre les uns avec les autres. Des sociétés où il y a beaucoup d'hostilité,
Donc, voilà. Et là-dedans, je pense que le progrès technologique est dans certains cas neutre, mais dans certains cas aussi a tendance à nous isoler. C'est-à-dire que quand même, si j'ai plus de moyens, si je peux agir de manière autonome sans avoir besoin des autres parce que j'ai toutes sortes d'équipements à ma disposition, ça a tendance quand même à m'encourager à m'isoler. Voilà. Bon. En tout cas, aujourd'hui, il y a un mouvement, le mouvement Slow, si vous le connaissez, qui en fait, justement, s'interroge sur beaucoup de choses qui nous font faire les choses plus vite. En fait, ce mouvement, toujours se dit, mais finalement, si on ralentit un peu, on s'aperçoit qu'on peut redévelopper des relations avec les autres et vivre de manière plus riche ces relations avec les autres. Bon. Au fond, alors voilà, j'ai commencé quand même à citer l'Évangile. C'est ce qu'on attend de moi quand même. Il y a une parole de l'Évangile qui pour moi est cruciale, c'est « Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même » Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? Oui, on peut gagner beaucoup. On peut gagner. Et moi, encore une fois, c'est pas ça mon propos, mais la question c'est à quel prix est-ce qu'à travers ça, on se ruine soi-même? Est-ce qu'on devient, par contre, au contraire, meilleur? Et la richesse, ça c'est aussi un thème de l'Évangile, la richesse, en fait, a tendance à nous rendre égoïstes, à nous faire nous replier sur nous, et on en a, hélas, de nombreux exemples, je veux dire. Alors, notre corps, et le mien en particulier, d'ailleurs je porte des prothèses auditives, donc bon, notre corps a de nombreuses limites, mais, oui, alors ça, on en a parlé, c'est pas seulement notre corps aussi, c'est quelque chose qui nous met en contact avec le monde, avec les autres, il y a aussi toute une dimension sensorielle, et effectivement, je vois un certain nombre de gens qui rêvent de faire télécharger leur conscience sur un serveur, manifestement se trouvent encombrés de leur corps. Bon, moi, j'aime bien mon corps, hein, même si de temps en temps, quand même, je préférerais qu'il aille mieux. Mais en gros, je trouve que c'est un outil plutôt intéressant. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est que les machines qu'on conçoit ne sont pas des machines, ce que j'appellerais des machines désirantes, c'est-à-dire des machines qui ont envie de rentrer en contact avec les autres. Alors, on pourrait très bien, enfin, c'est concevable, hein, c'est absolument concevable, je ne dis pas que c'est inconcevable, mais on ne les développe pas, pourquoi? Parce que ce qu'on attend d'une machine aujourd'hui, c'est qu'elle soit fiable et performante. Or, tout ce qui est de notre volonté d'aller au contact des autres, ça nous rend au contraire faibles et vulnérables. Et donc on ne va pas concevoir une machine faible et vulnérable. Hein, c'est pas ça qu'on attend d'une machine. Mais est-ce que c'est quand même pas ça qui fait le sel de la vie, hein? Est-ce qu'une vie sans désir, moi, franchement, ça ne me fait pas vraiment envie. Hein? Même si, encore une fois, je ne parle pas seulement du désir sexuel, hein, mais de la volonté d'aller à la rencontre des autres en général. Bon. Et donc, pour parler de Dieu, tel que moi je le conçois, pour moi, justement, au cœur de Dieu, il y a l'altérité. Il y a le rapport à l'autre. D'ailleurs, il y a deux grands commandements, je pense qui commencent tous les deux par « tu aimeras ». Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce sont les deux grands commandements. Voilà. Tout le reste, en découle, vous voyez comme vous voulez, mais pour moi, ça dit bien, et je suis d'accord avec cette question. Donc, est-ce que, du coup, les avancées technologiques vont nous permettre de mieux aimer les autres? Alors, on peut en débattre. Moi, je pense que pas forcément, mais bon, on peut en débattre. Mais en tout cas, pour moi, la question, elle est là. Et puis, au fond, ce que je voudrais dire, parce qu'il y a la question, pour distinguer ce qui, pour moi, est de l'ordre de l'immortalité et ce qui est de l'ordre de la résurrection. Hein, voilà, je pense que c'est pas tout à fait la même chose. C'est même pas du tout la même chose. Pour moi, la résurrection n'est pas juste une réanimation. La résurrection, c'est devenir quelqu'un d'autre. Alors, évidemment, là on parle d'éternité, donc là, bien sûr, mais c'est pas seulement être ranimé et vivre plus longtemps comme on est aujourd'hui, c'est devenir autre. Et là, c'est un texte connu, mais qui pour moi dit les choses quand même essentielles. Quand Paul est confronté dans une église à des gens qui veulent surtout se pousser du coude et puis augmenter leur potentialité, etc., il leur dit, moi je vais vous montrer, d'accord, faites ça si vous voulez, mais je vais vous montrer une voie par excellence. Si je parlais toutes les langues des hommes et même celles des anges, mais si je n'ai pas l'amour,
Et alors, c'est intéressant parce que du coup, il nous compare à une machine. Je ne suis qu'un gong qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si je connaissais la prophétie, tous les mystères, la connaissance totale, la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je suis rien. Donc, effectivement, on peut augmenter nos moyens. Et Paul ne dit pas qu'il ne faut pas le faire, mais si derrière tout ça, on n'est pas capable d'avoir des relations ouvertes avec les autres, on n'est rien. Et l'horizon, du coup, l'horizon justement de la résurrection, c'est précisément de se retrouver face à face avec Dieu, et un Dieu qui nous accueille, bon, c'est ce qu'on appelle, dans notre jargon, on appelle ça la grâce, mais je veux dire, un Dieu qui nous accueille de manière authentique et forte, et un Dieu qu'on pourra regarder face à face, et c'est ça, pour moi, c'est ça l'horizon. Hein, c'est pas l'horizon d'augmenter et de continuer indéfiniment à essayer d'en voir toujours un peu plus, c'est l'horizon de vivre, de pouvoir vivre autre chose, de pouvoir être délivré, oui, enfin on appelle ça le salut, mais le salut pour moi justement c'est d'accéder à une autre manière d'être avec les autres et avec Dieu. Je vous lis encore l'épître aux Corinthiens. Les prophéties deviendront inutiles, la connaissance sera inutile, et alors la question de la maturation, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, quand je suis devenu adulte, j'ai cessé d'utiliser ce qui appartenait à l'enfance. Aujourd'hui, je vois de manière déformée, trouble, mais alors, il ne dit pas « je connaîtrai mieux », il dit « je serai face à face ». Donc, aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Donc, cet horizon de l'humanité renouvelée, c'est voir face à face, c'est pouvoir vivre l'amour, et c'est pas tellement de pouvoir augmenter nos capacités à l'infini. Donc, ce qui est à sauver, pour moi, si on parle de sauver quelque chose, c'est pas tellement la puissance de l'homme, c'est sa difficulté à se conduire avec les autres dans l'amour et le respect. Et le salut que Dieu nous propose, c'est de nous accueillir et de nous accueillir les uns les autres en étant capables justement de vivre ces relations fortes, vivantes et vivifiantes. Bon. Alors là-dedans, est-ce qu'il y a, parce que pourquoi pas, moi je pose la question, est-ce qu'il y a une innovation technique que je vois se profiler à l'horizon qui pourrait nous aider? Ben, moi, en tout cas, je manque peut-être d'imagination, mais j'en vois pas. Voilà, je sais pas... Bon, j'ai fait à peu près le même temps que mon collègue, d'ailleurs. Voilà. Vous êtes sur le temps, vous êtes en phase. Et tous les deux un peu en dessous, ce qui laissera plus de temps pour les échanges et les questions. Alors, du coup, là, c'est un temps où vous pouvez discuter ensemble et vous répondre et vous interpeller. Donc voilà, je ne sais pas qui veut commencer, monsieur Cornel, peut-être. Oui, donc il y a beaucoup de choses où on est d'accord, et puis il y en a quelques-unes où nous ne sommes pas d'accord. Je vais peut-être, je ne sais pas dans quel ordre je vais les faire, mais on est d'accord tout à fait, et je l'ai dit, je pense, sur le fait que les progrès technologiques ne signifient pas nécessairement diminuer les inégalités. Et ce pourquoi nous sommes là comme association, c'est notamment pour faire des priorités par rapport à ce qui peut diminuer les inégalités. Nous ne sommes pas en accord par rapport au fait, et moi je trouve que cette idée que la société deviendrait... Donc, les progrès technologiques entraînent toute une série de difficultés par rapport à la communication, nous sommes bien d'accord. Et donc, notamment, tout le mélange sphère du privé, sphère publique, bon. Mais nous vivons dans une société qui n'a jamais été aussi peu violente qu'aujourd'hui. Et ça, il faut quand même se rendre compte de ça. Pourquoi est-ce que souvent les citoyens ne s'en rendent pas compte? Parce que nous sommes dans une société qui n'a jamais été aussi peu violente, mais nous n'avons jamais aussi été, disons, intolérants ou considérant comme inacceptable toute violence. Il y a 50 ans, le patron d'une entreprise qui mettait la main aux fesses de sa secrétaire, c'était même pas quelque chose de considéré comme grave. Aujourd'hui, c'est considéré comme totalement inacceptable. Il y a toutes sortes de choses, et le nombre de meurtres, etc., le nombre d'actes violents tend à diminuer, et une des raisons, c'est que la vie devient de plus en plus précieuse.
Je suis tout à fait d'accord sur la question, enfin je suis globalement d'accord sur la question des armes. C'est extrêmement dangereux les progrès technologiques liés aux armes. J'aurais quand même des nuances par rapport au fait, heureusement, il y a beaucoup d'armes qu'on n'a jamais utilisées. Donc l'arme nucléaire, on l'a utilisée en tout 2 fois et on n'a pas utilisé les plus perfectionnées, sinon nous ne serions plus là. Les armes chimiques et bactériologiques n'ont plus été utilisées quasiment depuis la Première Guerre mondiale parce que tout le monde en avait peur, mais il n'empêche, je suis tout à fait d'accord, les risques par rapport aux progrès technologiques concernant les armes sont tout à fait considérables. Et une des solutions, c'est de mettre les priorités technologiques vers les questions de santé, vers les questions de tout ce qui permet plus d'égalité. Et un effet collatéral que j'ai déjà cité, mais que je recite, d'une vie qui est beaucoup plus longue, c'est que nous devenons de moins en moins violents et que la violence les uns vis-à-vis des autres peut devenir non pas seulement quelque chose d'inacceptable, mais même un jour quelque chose d'impensable. Tellement, si demain les femmes et les hommes ne meurent plus de vieillesse, si demain la mort est un événement tout à fait exceptionnel, eh bien, le fait de tenter de supprimer une vie, ce sera inacceptable, impensable. Ce sera donc, encore une fois, pas seulement inacceptable, mais ce sera impensable. Alors, une autre chose par rapport à la question de l'égalité, des inégalités et de l'interdépendance, disons, des progrès technologiques, c'est que contrairement à ce qu'on cite souvent, et pour moi c'est plutôt une bonne chose, pour moi qui suis de gauche depuis très longtemps, c'est plutôt une bonne chose, nous sommes dans une société où en fait nous sommes beaucoup plus interdépendants les uns des autres qu'auparavant. Donc nous sommes beaucoup plus poussés par obligation vers la solidarité. Je veux dire, il y a 100 ans, le châtelain d'un village, il pouvait vivre en quasi-autarcie avec ses gens, entre guillemets. Maintenant, la personne la plus riche du monde ne pourrait pas survivre sans le reste de la société pendant plus que quelques jours. Et pour moi, c'est plutôt une bonne chose, même s'il y a des aspects complexes. Enfin, quelques mots par rapport... non, encore 2 choses. La première, la slow science et tous ces concepts de prenons notre temps. Premièrement, je pense, particulièrement dans un pays comme la Belgique, où nous sommes extrêmement doués pour être extrêmement slow, notamment pour créer un gouvernement. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose, en fait. C'est pas parce qu'on passe plus de temps qu'on devient plus intelligent. Au contraire, quand vous avez un dossier sur lequel vous revenez après 2 ans, vous ne le maîtrisez pas mieux pour ça, vous avez en fait oublié les choses. Et puis surtout, moi je veux bien une société slow, enfin je voudrais bien une société slow, le jour où il n'y aura plus 110 000 personnes qui meurent de maladies liées au vieillissement chaque jour, et le jour où il n'y aura plus encore aujourd'hui, enfin il y a encore aujourd'hui 1 milliard de personnes qui souffrent de faim, qui sont dans des situations absolument inacceptables. Donc se dire, oh, commençons par prenons notre temps pour réfléchir. Moi, je pense que vraiment, c'est une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée de réfléchir. Non, c'est pas une mauvaise idée de réfléchir. C'est une mauvaise idée de considérer que le fait de prendre du temps est un élément favorable à la réflexion. En fait, si vous lisez un livre suffisamment lentement, vous allez moins comprendre le livre. C'est vraiment quelque chose... si vous lisez lettre après lettre, vous allez moins comprendre, et plus vous lisez lentement, moins vous allez comprendre. Alors, un tout petit peu de religion. La religion, enfin, toutes les religions, quasiment, ont ont 2 aspects. Un, c'est l'explication du monde, et l'autre, c'est que se passe-t-il après la mort. Il n'y a pas, ou quasiment pas, de religion qui n'envisage pas quelque chose après la mort. Et une des toutes premières religions, le taoïsme, un de ses premiers objectifs, c'était de permettre, c'était une sorte de recherche de longévité pré-scientifique, permettre aux femmes et aux hommes de devenir immortels, d'abord en se passant de certaines nourritures, puis de toute nourriture, puis de toute boisson, et puis finalement sans respirer. Mais ça ne fonctionnait pas très bien. Bon.
Voilà, mais donc ça c'était l'idée du taoïsme. Et puis toutes les religions, ou en tout cas la plupart des religions, et particulièrement, en tout cas toutes les religions du livre, même si dans la religion juive au début c'est moins clair, il y a l'idée d'immortalité. Mais attention, l'idée d'immortalité, contrairement à ce que vous avez dit, c'est pas nécessairement après la mort. Hein. Dieu viendra juger les vivants et les morts. Donc ça ne passe pas nécessairement par la case décès. Ça pourrait par exemple passer par la case progrès scientifique. C'est pas nécessairement incompatible avec les visions religieuses. Et alors, peut-être la toute dernière chose par rapport à cette, on va dire, distinction corps-esprit. D'abord, pour autant que je sache, chez les chrétiens, et en tout cas particulièrement chez les catholiques, le concept de corps, de ressusciter vraiment physiquement et de devenir, c'est quelque chose qui n'est plus, qui est de moins en moins dans l'actualité. Donc l'Église catholique a très longtemps été totalement opposée à l'incinération parce qu'il fallait que les gens ressuscitent. Et maintenant, ça n'est plus vraiment un concept. Donc il y a beaucoup plus le concept de l'esprit qui va revenir. Mais pour ce qui concerne les objectifs des transhumanistes, ça peut être reconstituer l'ensemble des sens par des moyens informatiques. Si moi, vous pensez que vous m'entendez ici, et si je bouge sur la droite, vous avez l'impression que le son va de droite à gauche. En fait, pas du tout. Il vient de là, et en réalité, vous ne vous en rendez pas compte. Donc, il y a toutes sortes de choses qui sont, peuvent passer par des moyens technologiques sans que ça change réellement la manière dont vous le ressentez. Et je voulais encore dire une chose, mais elle m'échappe. Je reviendrai. Oui, vous aurez l'occasion, Monsieur de Konak. En fait, oui, alors d'abord, oui, il y a une partie des choses sur lesquelles on est d'accord, donc je ne vais pas les redire. L'idée, moi, comme sociologue, j'ai tenu ce discours pendant très longtemps que la violence diminuait. Et si on regarde à l'échelle pluriséculaire, c'est en gros vrai. Ces dernières années, je suis moins optimiste. Je pense qu'il y a un retour plutôt des logiques de rapport de force et de violence. Il y a un exemple, on parle de la chute du mur de Berlin. Depuis la chute du mur de Berlin, le nombre de murs entre les pays a augmenté. Et en fait, et aujourd'hui, par exemple, tout souvent on dit mais vous n'allez pas arrêter le développement économique parce que sinon, que vont faire les pauvres? Aujourd'hui, depuis la fin... Alors ça, si vous voulez, il y a eu un basculement à la fin des années 70. Depuis la fin des années 70, le développement économique ne sert plus à résorber les inégalités. Ça rend les pauvres plus riches, oui, mais ça rend aussi les riches plus riches. Et je veux dire, on a aujourd'hui, en tout cas, un régime de développement économique qui, en fait, favorise les très riches. Alors, politiquement, on pourrait prendre une autre direction. Hein, ça, je suis d'accord. Politiquement, tout est possible, mais... L'idée que, par exemple, il faut continuer à développer nos moyens, etc., parce que ça va servir forcément aux pauvres, aujourd'hui, on peut le souhaiter, c'est pas forcément ce qui se passe. Oui, enfin, je veux dire, bon, alors, donc, il y a l'idée que, voilà, je pense qu'on ne peut pas dire que mécaniquement, on aura un développement qui va résorber les inégalités. Il y a autre chose qui doit se jouer, et qui n'est pas du domaine technique. Voilà. Alors après ça, pour préciser, je pense que quand le Christ parle de la vie et de la mort, il ne parle pas seulement de la mort physique, il considère qu'il y a des gens qu'il a en face de lui qui sont déjà morts, enfin, qui sont au fond, ils mènent une vie tellement pourrie qu'en fait ils sont morts. Et au fond, la vie qu'il propose, c'est une vie déjà présente aujourd'hui. Donc tout ne se joue pas justement dans la mort physique. Il y a un appel à changer de vie ici et maintenant. C'est pas seulement un appel à attendre. Il y a quelqu'un qui avait dit comme ça, comme une boutade, est-ce qu'il y a une vie avant la mort, hein? Ben oui, il y a une vie avant la mort. Hein. Et donc, cette vie-là aussi concernait le Christ. Et on a un corps après la mort qui n'est pas le même qu'aujourd'hui, mais on a un autre corps. On a de nouveau un corps. Hein. C'est pas le même corps, mais c'est un corps. Je sais pas comment le dire. C'est très difficile à imaginer, ça, je suis d'accord, mais bon, voilà. Non, mais moi, je pense que, par contre, il y a dans cette idée, c'est-à-dire, le problème, c'est qu'on n'en a pas assez. Enfin, je veux dire,
L'inconscient, il marche dans les deux sens. On peut se dire, oui, j'accepte la mort parce que de toute façon, j'ai pas le choix. C'est pas complètement faux. Non, je suis d'accord. Mais on peut se dire aussi, le problème de se dire, ça irait mieux si j'avais plus, ça c'est un raisonnement qui n'a pas de fin. C'est-à-dire qu'on va toujours vouloir avoir plus, et donc, c'est un raisonnement qui nous enferme dans l'insatisfaction. Et puis, du coup, je pense qu'on pourrait mettre le doigt sur des choses qui, moi, personnellement, je trouve que précisément, c'est une question de choix, et il faut se poser des questions. On parle de thérapie génique. Bon. Personnellement, j'ai pas envie de me transformer en OGM. Je pense que rien que de changer un végétal, de faire une thérapie génique sur un végétal, parce que c'est ça un OGM, sur du maïs, aujourd'hui on considère que c'est quelque chose de dangereux, qu'on met le doigt dans quelque chose. Bon. Se dire que le prix à payer pour éventuellement gagner quelques années de vie, c'est de me mettre une espèce de petit machin qui va changer mon patrimoine génétique. Personnellement, j'ai eu un ami qui a eu, hélas, un cancer de la moelle, et à qui on a dû faire un traitement désespéré, qui est ce qu'on appelle une allogreffe, c'est-à-dire qu'on lui a greffé des cellules souches de quelqu'un d'autre. D'abord, on essaye de faire une autogreffe, et puis quand ça ne fonctionne pas, c'est le traitement de la dernière chance. On essaye de trouver quelqu'un de sa famille qui a un patrimoine génétique assez proche du sien, et on lui greffe les cellules souches de quelqu'un d'autre. Il a fait des réactions immunitaires extrêmement sévères, ça s'appelle du GVH, c'est-à-dire qui fait qu'il avait le bout des doigts qui était rongé. Il a dû, évidemment, pendant tout le temps il avait ce traitement, avoir des médicaments qui diminuaient ses réactions immunitaires. Il a fini par, évidemment, mourir de la grippe, enfin, d'une maladie virale. Quand j'ai vu, si vous voulez, ce qu'un tout petit changement de cellules souches sur une personne peut faire, je pense que les thérapies géniques, il faut vraiment les réserver pour les... Enfin, d'ailleurs, aujourd'hui, les médecins sont extrêmement prudents. Ils le font, mais vraiment dans des cas très, très... Alors, donc, se dire que la solution, c'est de changer notre patrimoine génétique, franchement, je pense que peut-être il y a d'autres voies. Mais effectivement, si on se pense qu'à toute force, et la grande question, c'est d'arriver à dépasser 120 ans, on ira vers ça. Voilà. Donc voilà, et effectivement, jusqu'à quel point on va vouloir porter des prothèses. Alors ça, c'est intéressant aussi. Moi, j'ai fait de la sociologie de l'usage des techniques. Jusqu'à quel point est-ce qu'on est prêt à se prothétiser nous-mêmes, si je puis dire. Oui, avec le téléphone, on a quand même une sorte de prothèse, c'est vrai, mais une prothèse sur laquelle on reste acteur par rapport à cette prothèse. De même que, par exemple, dans une voiture, aujourd'hui, on a toutes sortes d'automatismes, mais qu'on a la liberté de débrancher. Les gens qui portent des prothèses à demeure, obligés, en fait, vous pouvez les interviewer, tous vous disent, oui, d'accord, ok, ça améliore ma vie, mais c'est pas... Je ne peux pas dire que je sois confortable avec ces prothèses. Alors, on peut toujours aller vers de la biocompatibilité plus élevée, mais, je veux dire, voilà. Donc là aussi, il faut voir qu'est-ce qu'on vise, est-ce que ça vaut la peine? Voilà. Enfin, je pense que c'est des grandes questions. Je n'ai pas une réponse absolument systématique, je ne dis pas que ça vaut jamais la peine, je pense que ça vaut vraiment quelquefois la peine. Ça ne vaut pas la peine de se dire que la seule solution, c'est d'aller complètement vers ça, et que c'est l'objectif numéro un. Vous avez dit c'est une question de choix, je suis absolument d'accord. Je pense qu'on a d'autres choix à faire aujourd'hui que de se dire que la grande question, la seule question, c'est d'arriver à vivre jusqu'à 200 ans. Voilà. Mais bon, de ce point de vue-là, on n'est pas d'accord. Mais voilà. Peut-être que si je peux... moi, je pense que c'est vraiment la question sur laquelle, effectivement, on n'est pas d'accord. Et moi, plus précisément, je dis, si vous n'avez pas envie de vivre 200 ans, c'est votre choix. Mais qui sommes-nous pour dire aux autres qu'ils n'ont pas le droit de vivre plus longtemps? Qui sommes-nous pour le dire? Et donc, aujourd'hui, nous sommes au seuil de progrès possible en matière médicale qui pourrait, mais c'est pas une certitude, j'insiste, et là, heureusement, on est d'accord, donc qui pourrait le permettre si on y met les moyens, et si on n'y met pas les moyens, cela voudra dire que des dizaines et des centaines de millions de personnes, de femmes et d'hommes,
qui ne le souhaitent pas continueront à mourir parce que nous avons décidé que ça n'est pas bon pour elles, en fait. Voilà. Moi, pour moi, c'est vraiment le désaccord. Pour moi, c'est pas décidé. Oui, enfin, décider à la place de si. non, mais décision collective, c'est forcément c'est une décision collective. Bon, mais je veux dire. Ok, oui, quand je dis, c'est évidemment non, pas mais, vous et moi. C'est pas moi qui vais décider de ça. Non, ce que je veux dire par là, c'est que si on se donne comme horizon de se dire, en fait, si vous voulez, c'est comme. Bon, je prends une image, c'est un tout petit peu. Là, je chute un peu, mais vous dites. Pour moi, c'est la question de savoir, quand vous avez fini de manger, à quel moment vous êtes rassasié. Si vous vous dites toujours, j'ai pas assez à manger, hein, moi je pense que c'est bien d'être rassasié, de se dire, là j'ai assez mangé, je me sens bien. Mais si on se met dans l'état d'esprit du genre, tant que je ne vis pas encore 10 ans de plus, je pense qu'on sera perpétuellement malheureux. Voilà. Si je puis me permettre, il y a une sorte d'incompréhension fondamentale, parce que si vous êtes croyant, justement, dans votre optique, il y a une vie sans limitation de durée, et donc ça va être extrêmement ennuyant. Vous aurez à manger pour l'éternité, au sens religieux du terme. Non, parce que pour moi, oui, mais vous dites que ça n'est pas la même chose, mais c'est quoi la différence alors? C'est quoi la différence? En plus, si je puis me permettre, vous dites que ça n'est pas la même chose, mais d'un autre côté, vous avez insisté sur le fait que ce sera la même chose, puisqu'il y a cet aspect de corps sur lequel vous insistez. Donc c'est la même chose. Donc en fait, il n'y a pas... Non, c'est une vie, si vous voulez. Je pense que ce qui nous pourrit la vie, aujourd'hui, c'est notre propre insuffisance dans nos relations avec les autres. Bon, quelquefois on appelle ça le péché, mais je veux pas. C'est pareil, le péché, c'est comme le mot de Dieu. Bon, attention. Ce qui fait qu'en fait, on vit difficilement, on est violent avec les autres, on est dans des logiques de domination. Et c'est ces choses-là qui seront réparées. Et donc on sera dans autre chose, et d'ailleurs qui ne sera pas forcément sans fin, qui sera où le temps aura disparu. Bon, mais là, vous me lancez dans les questions philosophiques, mais je pense que c'est vraiment autre chose. C'est pas la même chose qui continue, c'est autre chose. Voilà, je pense que c'est là qu'on est en désaccord. Si, oui. Si je peux encore. Alors donc, peut-être rapidement, rapidement, la chose que j'avais oublié de dire par rapport à la quantité et la qualité. Ouais. Quantité et qualité ne sont pas incompatibles. Donc évidemment, il s'agit de vivre plus longtemps, mais évidemment aussi, il s'agit de vivre mieux. Et c'est ce que j'ai abordé brièvement, et le président de l'Association française transhumaniste Technoproc, Marc Roux, aime beaucoup le sujet. C'est toute la question aussi des modifications possibles par rapport à nos capacités d'empathie, et donc nos capacités notamment à nous aimer de plus en plus et à être de plus en plus attentifs les uns vis-à-vis des autres. Quand même, sur la question je voudrais, enfin, même si ça s'éloigne un peu du sujet, rapidement dire que il y a quand même toujours, selon toutes les statistiques, globalement, sur le long terme, de moins en moins de violence. Et encore une fois, pour moi, la raison pour laquelle on ne se rend pas compte, c'est parce que on devient de plus en plus exigeant par rapport à ça. Et la toute dernière chose, thérapie génique, à mon avis, les gens en ont peur parce que ça ne se fait pas encore. Parce que si on disait, supposons que les transfusions sanguines n'existent pas, et qu'on dise à quelqu'un, maintenant pour vivre plus longtemps, il faudra changer le sang, on trouverait ça absolument horrible. Maintenant, on ne le trouve pas horrible parce que c'est thérapie génique, ça se fait. Oui, ça commence à se faire. Oui, mais ça se fait pas. On en voit les dangers, enfin bon. Alors, avant de prendre des questions, je ne sais pas, monsieur De Koninck, vous êtes un tout petit peu en retard sur le temps, si vous voulez ajouter quelque chose. Hein. Sinon, on va prendre des questions dans la salle. Non? Alors, dans ce cas-là, je vous passe le micro. Alors, juste quelques règles par rapport à l'échange avec vous, avec l'auditoire. Vous pouvez poser vos questions à nos invités, mais ce que j'aimerais vous donner deux recommandations. Soyez bref et précis dans vos questions, comme ça tout le monde gagnera du temps. Et la deuxième chose, on n'est pas là pour récolter des avis supplémentaires, mais pour mieux comprendre ceux de nos deux invités. Donc voilà, vous n'êtes pas là pour exprimer votre avis, mais pour interroger et prolonger plus loin la discussion. Ceci étant dit, Simon a le micro et il le passe. Je m'adresse au professeur en transhumanisme. Est-ce que dans vos recherches, vous avez imaginé le fait que
les gens vivront de plus en plus vieux, aux conséquences sur la faim dans le monde, premièrement, et puis, on va dire, toute cette assemblée au chômage, par exemple, tous les jeunes au chômage, provoquer des équilibres énormes. Non, non. Vous avez entendu ma question? Oui, oui. Merci. Je réponds tout de suite. Oui, oui, donc la réponse est oui. Non, la réponse est oui, nous y avons réfléchi, bien sûr, par rapport à la question. La question qui vient souvent, c'est la question d'abord de la surpopulation. Oui, mais si nous vivons beaucoup plus longtemps, en fait, ce qui se passe dans les sociétés, c'est que c'est dans les sociétés dans lesquelles les gens vivent plus longtemps qu'il y a le moins d'enfants et qu'il y a donc le moins de problèmes de croissance de population. Donc c'est aujourd'hui en Afrique subsaharienne qu'il y a des problèmes de croissance forte de la population, enfin difficilement gérables, et pas en Corée du Sud, au Japon ou même en Europe occidentale. Alors par rapport à la question que deviendront les jeunes d'aujourd'hui, si les personnes peuvent continuer à travailler beaucoup plus longtemps, ça fait aussi partie d'un ensemble de questions qu'on ne peut pas aborder de manière détaillée ici. Mais le monde de demain, une des rares choses à peu près certaines, c'est qu'il sera très différent du monde d'aujourd'hui, et que donc nous vivons dans une société déjà où le travail, au sens classique, est de moins en moins nécessaire. Et si demain les femmes et les hommes ne souffrent plus de maladies liées au vieillissement, donc de quasiment plus de maladies, ça supprime déjà à peu près, on va dire, 1/5 de toutes les tâches qui sont nécessaires dans notre société. Un quart même quand c'est aux États-Unis. Donc en fait, nous nous trouvons dans une société dans laquelle nous avons besoin de beaucoup moins de travail, et c'est toute la question de la transition laborale. Est-ce que nous allons choisir de continuer à travailler sans y être obligé? Comment est-ce que nous allons gérer un monde dans lequel il y a l'automatisation permet de travailler beaucoup moins? C'est la question notamment de ce qu'on appelle en France surtout le revenu de base. En Belgique, on parle d'allocation universelle. C'est toutes ces questions-là. Elle ne se limite pas à la question de la longévité. Mais bon, c'est pareil, je veux dire, la durée du travail, depuis les années 80, elle diminue plus. Je veux dire, et pourtant, on est de plus en plus riche. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que comme on veut avoir toujours plus, personne ne considère comme une bonne idée de travailler moins, parce que, voilà, et donc, pendant ce travail, les sociétés riches continuent à travailler. La durée du travail, évidemment, si on compare au début du XXe siècle, là, on est d'accord. Hein, là, ok. Là, c'est carrément autre chose. Mais bon. Et puis, par ailleurs, toute innovation technologique, aujourd'hui, a un coût énergétique. Et là aussi, en tout cas, ce qu'on voit venir, par exemple, dans le domaine de l'intelligence artificielle, ça va mobiliser des serveurs qui ont une consommation d'énergie extrêmement élevée. Et là aussi, on peut se poser des questions. C'est pas seulement une question de surpopulation, c'est une question aussi d'usage de l'énergie. Et alors bien entendu, le curseur, on peut le déplacer, hein, mais au jour d'aujourd'hui, en tout cas, l'innovation technologique a un coût énergétique. Il faut pas le. Alors, elle peut aussi résoudre certaines questions, mais voilà, il faut penser à ça aussi. Oui, mais donc là, on est d'accord, hein, donc de manière, en fait, plus exactement. Pour produire un bien, petit à petit, la quantité d'énergie diminue, mais il y a ce qu'on appelle l'effet rebond. Et effectivement, dans une société de consommation, et surtout dans une société dans laquelle, globalement, dans le monde, il y a de plus en plus de consommation, nous continuons à avoir des coûts énergétiques qui sont en croissance. L'Association française transhumaniste travaille actuellement sur un document qui s'appellera probablement le manifeste viridien par rapport à toutes ces questions-là. Mais moi je me bats pour la réduction du temps de travail depuis les années 70. Et c'est vrai que dans les années 70, déjà, je me disais, avec les progrès technologiques, d'ici 10 ou 20 ans, on pourra travailler beaucoup moins. Et ça n'est pas le cas, c'est absolument fascinant. Maintenant, au niveau mondial, ça diminue quand même pas mal. Hein. Donc, en Chine, en Inde, le temps de travail diminue assez considérablement, mais vous avez raison. Et je pourrais développer... Enfin, je trouve, à mon avis, il y a beaucoup aussi ce que j'appellerais l'effet Veblen de consommation ostentatoire, et le fait qu'en réalité, même pour un patron,
c'est bien d'avoir des travailleurs, de continuer à les faire travailler, même si, entre guillemets, ils ne servent à rien. Mais ce serait un tout autre débat que celui qu'on aborde aujourd'hui. Effectivement, ça nous éloigne. Je vous entends tous les deux, vous êtes assez d'accord sur ce point. Est-ce qu'il y a une autre question? Du coup, moi, le temps de durée de vie, je trouve que c'est pas mal de vivre plus longtemps, mais avec le problème écologique, et là c'est un peu comme la question de Simon que je me pose, c'est qu'avec les risques climatiques, les risques, plus on va vivre longtemps, et plus le risque de polluer sur la planète. Qu'est-ce que vous en pensez sur cette question-là, d'un point de vue écologique, si on vit de plus en plus longtemps, par exemple? Mais là, je vais redire ce que... Donc, si demain, les femmes et les hommes savent qu'ils sont là pour... techniquement, ils peuvent être là pour des siècles, ils seront beaucoup plus attentifs à l'environnement qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ils savent que de toute façon, quoi qu'il arrive, ils ne seront plus là dans maximum un petit siècle. Donc, la question du réchauffement climatique, en fait, ça ne les touchera que relativement. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est qu'en fait, c'est surtout les gens les plus jeunes qui sont les plus violents et aussi les plus consommateurs. Et puis, quand les gens avancent en âge, ils ont tendance à de moins en moins consommer et aussi de plus en plus être prudents. Pourquoi on ne parle, par exemple, jamais de la dette publique, ou très rarement de la dette publique japonaise, qui est la plus élevée au monde, tant en valeur absolue qu'en pourcentage du PIB, parce qu'elle était due pour l'essentiel par des personnes âgées et que ces gens sont prudents et que donc il y a moins de difficultés. Voilà, ça c'est la chose. Et je redis aussi, un monde dans lequel nous vivons beaucoup plus longtemps, c'est pas un monde dans lequel la population va croître de manière anti-intuitive. C'est le contraire qui se passe jusqu'ici. Et ce qui détermine la croissance, ce qui détermine principalement la croissance d'une population n'est pas la durée de vie, mais est le nombre d'enfants par femme. Mais oui, alors là, je voulais répondre à ça tout à l'heure. Aujourd'hui, parmi les gens qui ont la plus longue espérance de vie, vous avez, dans le monde, les gens, par exemple, qui vivent aux États-Unis, par exemple, enfin, quoique c'est pas tout à fait le pays qui a la plus longue espérance de vie, mais bon. Ben, vous avez toute une série de gens riches qui ont une grande espérance de vie et qui sont tout à fait climato-sceptiques. Donc, je veux dire, le fait qu'on vive plus longtemps, je pense que ça ne vous rend pas forcément sensible à l'environnement. Si vous pensez que vous allez pouvoir vous payer un climatiseur quand le climat va se dérégler, ben, ma foi, non mais au fond, je suis un peu trivial, mais c'est quand même ça qu'on observe. Et vous dites qu'aujourd'hui, les gens âgés sont un peu plus prudents. Bon, d'abord, non, le niveau de consommation le plus élevé, c'est d'ailleurs, je pense que les jeunes qui sont en train de manifester pour ça aujourd'hui, je ne pense pas qu'ils consomment tant que ça. On consomme beaucoup à 50 ans, mais surtout si vous nous promettez l'éternelle jeunesse, alors là, je ne sais pas trop ce que ça va devenir. Non, parce que je veux dire, la maturité, non mais je suis sérieux, la maturité, elle se joue aussi dans un rapport à la mort, c'est-à-dire en fait, c'est qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, qu'est-ce qu'on appelle la crise de la quarantaine. Si vous vivez jusqu'à 200 ans, vous n'aurez pas de crise de la quarantaine. La crise de la quarantaine, c'est de se dire aussi, j'en suis là, il me reste ça à vivre, est-ce que j'ai fait les bons choix dans ma vie? Enfin, c'est des questions importantes, et des questions qui ont trait à quand même une horloge qu'on s'en tournait. Donc, la mort, encore une fois, pour moi, je ne suis pas du tout un partisan de la mort. Hein. J'aime pas ça, je veux dire, je suis triste quand quelqu'un meurt, donc il n'y a pas de problème avec ça. Mais le fait qu'on sache qu'on a un horizon et que, alors, bon, les uns vont dire on sera jugé par Dieu, mais même s'il n'y a pas de Dieu, on se juge soi-même. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Et maintenant, il me reste finalement... voilà. Il y avait un bouquin qui avait été écrit, la deuxième vie commence quand je me rends compte que j'en ai qu'une. Hein. Non, mais je pense que c'est tout à fait sérieux. C'est-à-dire qu'il y a la maturité qu'on acquiert quand on a un certain âge, c'est aussi parce qu'on se dit, maintenant, voilà... j'ai fait ci et ça dans ma vie, qu'est-ce que je vais encore faire? Qu'est-ce qui a de l'importance pour moi? C'est des questions, je pense, extrêmement cruciales et qui ont un rapport... On ne peut pas dire si la durée de vie s'allonge, on va mûrir davantage. Je pense que le mûrissement, c'est pas comme ça que ça se joue. Enfin bon, voilà. Mais... Une autre question? Oui, ça marche toujours pas. Si, ça marche. De temps en temps, ouais. J'ai oublié votre nom. Il dit quand même. Oui, vous. Moi,
J'ai un nom belge, mais je suis français. Je m'appelle de Coninck, oui, je vous écoute. Mais c'est français, J'ai remarqué que vous avez parlé notamment de thérapie génique et, Oui. Et aussi d'OGM. Oui. Alors j'ai deux questions en une. Qu'est-ce qui vous fait penser, dire que une génétique, un patrimoine génétique authentiquement humain, plutôt que altéré, modifié par nos soins au besoin, serait préférable, d'une valeur supérieure à un patrimoine qui aurait été modifié? Et du coup, ma deuxième question, ou du coup, on peut extrapoler ça aux plantes. Qu'est-ce qui fait qu'une plante au patrimoine génétique authentique serait préférable à une plante au patrimoine génétique modifié? Et du coup, ma deuxième question est liée. Que pensez-vous du riz doré, qui est un OGM qui permettrait, s'il n'y avait pas d'opposition de la part de certaines ONG, de nourrir plusieurs millions de personnes, notamment en Asie du Sud-Est? Mais, alors, par ailleurs, alors là, bon, c'est une question en partie technique, mais il y a des tas d'expériences qui ont montré qu'on peut très bien, par des procédés agricoles adaptés, développer des formes de culture qui ne sont pas des OGM. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on se méfie des OGM? Parce que précisément, on sait qu'il y a des conséquences imprévisibles, comme par exemple le maïs s'hybride très rapidement, très facilement, et qu'on n'est pas sûr précisément de vouloir cette espèce-là. Par ailleurs, aujourd'hui, ces organismes génétiquement modifiés sont, alors ça c'est une autre question, détenus par des entreprises qui ont des brevets et qui en fait maintiennent les paysans dans leur dépendance. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas utiliser les OGM vous-même, vous êtes obligé de les acheter, de réacheter les semences. Donc vous créez une dépendance économique. Et c'est pas ça qui va provoquer du développement dans le tiers-monde. Qu'est-ce qui vous prouve que, par exemple, on va pas aussi avoir une manipulation économique du génome humain? Je pense que c'est des... Si on voit ce qui se passe aujourd'hui dans le domaine de la santé, investissement public, je veux bien. On sait qu'il y a énormément de collusion entre la médecine publique et la médecine privée. Pour quelle raison? Parce que précisément, les recherches sont extrêmement chères. Et donc, il faut faire feu de tout bois et aller chercher des investissements partout, et notamment dans le privé. Et il y a un risque non nul que les thérapies géniques soient finalement manipulées par des consortiums économiques. Mais après ça, la question, c'est pas de savoir si c'est intrinsèquement meilleur ou pire, c'est juste qu'en fait, le corps humain a des réactions immunitaires extrêmement violentes. Et qu'en fait, il est certain que si on modifie de manière significative le patrimoine génétique sur un très court terme, il y aura des réactions immunitaires extrêmement violentes du corps humain et en fait des réactions mortelles. Donc ça, précisément, ça je trouve que le prix à payer serait extrêmement élevé. À part ça, si vous voulez, moi j'ai par exemple, et notre patrimoine génétique il évolue sans cesse au fil des générations. Moi j'ai en particulier ma fille aînée qui en fait a une mutation génétique qui n'est pas héréditaire. En fait ça s'est produit comme ça et qui est lourdement handicapée. Donc ça aussi ça me fait réfléchir. C'est pas quand même un mécano sur lequel on peut jouer comme ça. Alors, ceux qui font aujourd'hui des thérapies géniques le font de manière sérieuse, extrêmement prudent. Mais dès aujourd'hui, ces réactions immunitaires sont le grand problème. Ça a été le grand problème des greffes, et c'est le grand problème des thérapies géniques. Voilà. Mais ça, je termine juste cette histoire de réaction immunitaire. Il faut savoir quand même que justement, ces réactions immunitaires, ça rejoint notre rapport aux autres qui se joue là-dedans. C'est-à-dire que qu'est-ce qui me différencie moi des autres? Mais là, pour le coup, médicalement. L'immunité, c'est juste la question du rapport à l'autre. Donc ça rejoint mon discours par ailleurs, mais bon, voilà. Sur cette question génétique, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, j'ai plein de choses à dire. D'abord, une chose relativement technique, mais le riz doré dont a parlé monsieur, il n'y a pas de problème d'appropriation privée. C'est des sociétés, des organismes publics qui ont mis sur le marché. Après, je pense que dans les deux côtés, on exagère un peu. Aujourd'hui, dans le monde, on n'a jamais eu autant de nourriture par habitant dans le monde qu'aujourd'hui. Et donc, on pourrait donner à chacun à manger à satiété sans OGM, mais les OGM, contrairement à ce que croient beaucoup de gens, n'ont pas de risque en matière de santé
en tout cas en ce qui concerne l'absorption de nourriture génétiquement modifiée. Ça fait maintenant plus de 30 ans, je pense, que il y en a consommé, notamment aux États-Unis. Et toutes les personnes qui prennent de l'insuline, ou quasiment toutes, prennent de l'insuline génétiquement modifiée. Après, je voudrais quand même dire une chose que je n'ai pas détaillée sur pourquoi est-ce que la durée de vie des êtres humains est limitée à 120 ans, parce que c'est notre patrimoine génétique qui fait ça. Et ça le fait extrêmement précisément. Vous mettez un être humain dans des conditions parfaites, eh bien, jamais il ne dépassera l'âge de 120 ans. Vous prenez une souris et vous la mettez dans un paradis, pardon pour ses préférences religieuses, pour souris, eh bien, jamais la souris ne vivra plus de 3 ou 4 ans. Vous mettrez des tortues des Galapagos dans un paradis pour tortues des Galapagos, elles pourront atteindre 200 ans. Et donc, si nous arrivons à trouver les gènes, et ça ne sera pas facile, qui permettent une vie plus longue, eh bien c'est là que se trouve la piste la plus prometteuse. Mais je suis tout à fait d'accord sur le fait que ça ne sera pas simple. On progresse extrêmement rapidement dans la compréhension dans la connaissance des gènes, dans la compréhension des mécanismes de l'ADN. On progresse extrêmement rapidement dans la capacité à transformer ces gènes. On progresse peu, voire extrêmement peu, dans la maîtrise des gènes liés au vieillissement. Et alors maintenant, vous dites, oui, mais ça n'est pas sûr. Vous dites que vous êtes favorable, et je suis favorable à ce que ce soit des investissements publics. Après, il y a évidemment des risques de collusion, mais c'est à nous, comme citoyens, de veiller à limiter ça. Et encore une fois, pour moi, les gens qui disent attention, ces progrès médicaux vont être réservés aux riches et donc n'investissons pas pour ça. Le résultat concret, c'est justement que ces technologies vont être d'autant plus réservées aux riches qu'on ne veut pas faire des recherches publiques. Donc le résultat vraiment tout à fait paradoxal sera celui-là. Et moi, je pense que même les pauvres vieux ont le droit de vivre. Oui, bien sûr. Oui, mais bien sûr, non. Si vous dites qu'on ne fait pas les recherches, parce que demain, c'est comme dans le domaine de la santé, la distinction entre investissement public et privé, elle n'est pas, je veux dire, vous savez bien. Aujourd'hui, l'essentiel, massivement, des investissements de la recherche sont faits par les laboratoires pharmaceutiques. Oui. Après, ça sort un peu, mais je voudrais quand même dire 2 phrases pour une des difficultés tout à fait majeures par rapport à la recherche. C'est le fait que on va dire les formalités administratives, tous les aspects, notamment de comité d'éthique, de législation, qui au début étaient faites qui étaient faites dans le but tout à fait louable d'éviter que des choses comme ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale soient renouvelées, mènent aujourd'hui à ce que même une personne informée, volontaire, voulant participer à des tests parce qu'il pense que c'est bon pour la santé des autres et pour lui-même, c'est devenu totalement impossible de le faire dans des délais raisonnables, sauf exception de temps à autre, quand il y a eu l'épidémie d'Ebola. C'est peut-être parce que c'était les noirs et qu'on avait très peur que ça se répande. Là, il y a eu beaucoup moins de problèmes éthiques pour avancer rapidement, mais quand c'est pour le vieillissement, là, il y a beaucoup plus de problèmes. On a une question en haut de l'amphithéâtre. Oui, mais donc, mon objectif numéro 1, c'est justement, non pas d'augmenter, mais de réparer, et donc de permettre à ceux qui le souhaitent de continuer. Donc, c'est juste rendre les humains plus humains qu'aujourd'hui, puisqu'ils pourraient vivre plus longtemps. Ça, c'est le but numéro 1. Après, donc, ce que vous voyez parfois dans les médias par rapport aux questions, est-ce qu'on peut se faire des prothèses qui permettent de tourner sa main ou qui permettent d'avoir une vision plus perfectionnée. Moi, je pense que je pense, mais pas tous les transhumanistes, que c'est relativement de l'ordre du gadget, et c'est pas ça, c'est pas le fait de pouvoir courir pendant 10 heures ou de pouvoir courir plus vite, etc., qui va changer beaucoup. Mais ceci dit, pour être tout à fait honnête, il y a aussi la question des augmentations, des modifications par rapport aux capacités cognitives, qui celles-là sont plus complexes
Et moi, je pense que s'il est possible, un jour, de faire une modification cognitive qui rend les gens plus attentifs les uns aux autres, c'est une bonne chose. C'est pas, oui, je pense que c'est pas du domaine du cognitif, hein, mais bon. Je veux dire, on n'a jamais été aussi informé, par exemple, de ce qui se passe dans le monde. C'est pas ça qui nous rend empathiques. Si, ça, je suis pas d'accord. Bon, non, mais la question de être augmenté, ça existe déjà. Alors moi, j'ai été très sensible à l'époque au bouquin d'Alain Ehrenberg qui s'appelait Le culte de la performance, le fait de vouloir être plus que soi. Bah, vous pouvez, hein, je veux dire, il y a des molécules, hein, je veux dire, depuis très longtemps, il y a les amphétamines. Je veux dire, vous pouvez, pour un examen, prendre des pilules qui vont vous rendre plus efficace, plus performant. Il y a des gens, et ce que voyait Ehrenberg, c'est lui, il est thérapeute. Il voit des gens qui, en fait, ont tout le temps essayé d'aller au-delà d'eux-mêmes et qui, un jour, craquent complètement. Bon, ceux qui craquent pas ne vont pas le voir, hein, on est d'accord. Mais moi, je pense que justement, il y a à partir du moment où on va pouvoir s'augmenter, ça ne va pas diminuer la concurrence entre les personnes. On se retrouvera simplement dans un décalage d'origine, si vous voulez. Il y aura toujours autant de concurrence entre les personnes, simplement on saura éventuellement tous augmenter. Qu'est-ce qu'on aura gagné? Je ne sais pas. Enfin, moi, j'ai des gens qui ont envie, par exemple, de s'éclater à leur boulot en travaillant 60 heures par semaine, en prenant des cachets. Je ne sais pas. Moi, ils ne me font pas envie. Bon, ça, chacun... Une autre question? C'est par rapport à la variabilité génétique de l'espèce humaine. Si, du coup, les hommes ne meurent pas de vieillissement, en tout cas, où est la part, du coup, de ce qui, dans l'évolution, permet à toute espèce de survivre à des gros changements? Imaginons qu'il y a un changement, par exemple, bactériologique dû à une trop grande prise d'antibiotiques qui fait une maladie qui tuerait tout le monde. Voilà, s'il n'y a pas de variabilité génétique, dans l'histoire de l'évolution, c'est très peu prometteur pour l'évolution d'une espèce, non? Oui, donc l'être humain, depuis maintenant 10 000 ans, se modifie infiniment plus par la culture, l'éducation, la connaissance que génétiquement. Et ça comprend déjà un certain nombre de risques, mais et donc, enfin, les êtres humains, ça vous le savez probablement, donc nous étions il y a à peine 400 000 ans, 6 ou 7, je pense, espèces différentes, et aujourd'hui nous sommes à 97% des êtres humains purs et à 3% des hommes de Néandertal, sauf les gens d'Afrique subsaharienne. Mais oui, donc il y a une certaine homogénéisation, mais les progrès en matière médicale qu'il y a aujourd'hui ont largement dépassé ces questions-là. Et donc, je dirais que... oui, aujourd'hui, la diversité génétique est quand même extrêmement large. Et si vous voyez une chose totalement catastrophique qui ferait des millions de morts... comment est-ce que je peux dire ça? Ce n'est pas après-demain que nous allons nous retrouver avec un patrimoine génétique identique les uns aux autres. Et même un des risques sur lesquels on met parfois l'accent, c'est le risque d'une trop grande diversité, pas le contraire. Donc, oui, pour moi, c'est un problème... c'est quelque chose qui imagine une situation dans laquelle nous resterions vraiment dans un environnement biologique, alors qu'on n'est plus dans un environnement biologique, mais on est dans un environnement d'abord culturel. Oui, et puis bon, je me lance dans un domaine dont je ne suis pas spécialiste, mais il ne faut en tout cas pas imaginer qu'il y a un gène du vieillissement. Non, c'est certainement une interaction extrêmement complexe entre une pluralité de gènes qui fait qu'on vieillit. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ce sur quoi butent les gens qui font de la thérapie génique, c'est que si vous changez un gène, vous pouvez retirer un gène modifiant, vous en mettez un autre à la place, mais en fait, on se rend compte que les gènes interagissent entre eux. Enfin, c'est comme si on était nous-mêmes une petite société, quoi. C'est qu'en fait, c'est pas on retire un individu, on en met un autre, mais non, en fait, c'est le dialogue entre les gènes qui complique les choses et qui fait que précisément, on est... Donc, si vous voyez, c'est si on commence à prendre comme un mécano, à retirer les gènes un par un, à droite, à gauche, etc., c'est pour le coup qu'à mon avis, ce sera autre chose que l'humanité. Je pense que là, pour le coup, alors je ne sais pas si personnellement je ne le souhaite pas,
Que certains en rêvent, je peux le comprendre, mais pour moi, ça s'appellera, pour le coup, ce sera du trans. Je pense que ce sera autre chose que l'humanité. Moi, je considère qu'un être humain, c'est quelque chose par rapport à, on va dire, la capacité à s'aimer, la capacité à s'entraider, la capacité à toutes sortes de choses. Et c'est pas physiquement, c'est pas parce que quelqu'un est noir ou blanc ou différent génétiquement que ça n'est pas un être humain. Ça, je pense que vraiment, c'est quelque chose. Et que le jour où nous serions modifiés génétiquement, nous ne serions plus des êtres humains, là pour moi, je suis en désaccord. Maintenant, pour aller dans votre sens, c'est encore plus compliqué que ça, puisqu'on sait maintenant que, enfin, on en parle de plus en plus, donc il y a aussi tout ce qui est notre microbiote, il y a les bactéries, etc. Donc c'est encore pire que... maintenant, de temps en temps, hein, les mécanismes de vieillissement... et tous les mécanismes liés au corps humain, c'est d'une complexité incroyable. Cela ne veut pas dire que parfois il n'y a pas une chose qu'on peut changer et qu'il y a des effets positifs globalement forts. Heureusement, parce que sinon, je veux dire, en tout cas jusqu'ici ça a été relativement le cas souvent. Oui. Alors, oui, une question ici, et la suivante, elle est au milieu, là, mais allez-y. Donc moi, j'avais une question pour vous, monsieur le professeur. Oui, moi, je suis fonctionnaire, moi, donc je suis dans la vraie vie, et juriste. J'ai pas bien compris, à un moment, vous avez dit que la violence diminue. Oui. Et en fait, moi, ce que je comprends pas, c'est que pour dire que quelque chose évolue dans le temps, enfin, de façon quantitative, il faut qu'on ait un paramètre pour pouvoir dire ce paramètre évolue en fonction du temps. Et avec la violence, ce que je ne comprends pas, c'est que pour moi, la violence, c'est quelque chose qui est vécu à l'intérieur. C'est-à-dire que certaines personnes vont vivre un simple regard comme quelque chose de très violent, Oui, c'est ou même une agression physique, ou quelque chose. Mais comment dire que la violence diminue de façon scientifique comme ça, pour moi, ça ne voit pas. Je dis, Ce chiffre, oui, à mon avis, là, on va être d'accord. Justement, moi, quand je parle, une des choses que j'ai dit déjà 2 fois, c'est nous devenons de plus en plus exigeants par rapport à la non-violence, et c'est pour ça que nous avons l'impression que la société est de plus en plus violente. Donc, effectivement, aujourd'hui, un regard agressif, ça peut même être, dans certains cas, sanctionnable pénalement. Il y a 20 ans. Mais maintenant quand vous me posez la question, je vais essayer de répondre par rapport à la probabilité que vous soyez vraiment tué ou dans la société par le pourcentage de risque a tendance à diminuer très nettement quand on regarde l'histoire de l'humanité sur le temps long et sur le temps court. Et il y a, c'est Peter Singer, c'est ça? Enfin, il y a The Better Angels of Our Nature. C'est un livre brillant, une grosse brique qui explique et qui, entre guillemets, démontre cela sur le long terme. Mais je voudrais arriver, donc la première, parmi les nuances, une nuance pour moi super importante, c'est que autant nous n'avons jamais été aussi peu violents dans l'histoire de l'humanité, mais nous n'avons jamais eu autant de capacité à la violence dans l'histoire de l'humanité. Jamais autant de capacité à se détruire les uns les autres. Avec la capacité, donc, maintenant, ça fait depuis 50 ans que des dizaines de personnes peuvent créer un conflit mondial qui tuerait des milliards de personnes, en effet boule de neige. Et heureusement, c'est presque un miracle qu'on ne s'en soit jamais servi. Et donc, je redis, c'est pour ça que c'est extrêmement important que nous devenions encore de moins en moins violents. Voilà. Mais maintenant, pour revenir à la question. Je vais répondre à votre question à la fois. Je suis en partie d'accord avec ce que vous dites. Une chose qu'on peut mesurer assez facilement, c'est le nombre de morts par assassinat. Ouais, voilà. Vous pouvez compter, ça se compte. Ça diminue. De temps en temps, on peut toujours trafiquer, mais enfin, en gros, le nombre de morts par assassinat diminue. Alors, pas toujours, mais en gros. Voilà, ça c'est en gros vrai. Bon. Mais il y a autre chose. Depuis le milieu des années 80, on observe en France et dans la plupart des pays riches, je dirais, une augmentation forte du nombre de plaintes pour atteinte aux personnes.
c'est-à-dire donc agression, coup de poing, enfin, donc ça ne va pas jusqu'au meurtre, hein, on est d'accord, mais des gens qui portent plainte parce qu'ils se sont fait agresser. Alors, Serge Scouvit, est-ce qu'avant il ne portait pas plainte? Est-ce que vous agressé portait pas? En fait, ce qu'on regarde quand même, c'est que l'augmentation elle est telle que c'est pas seulement parce qu'il ne portait pas plainte. On a de plus en plus de comparé à un meurtre, c'est une petite violence, mais c'est de la violence. Et depuis le milieu 80, ça augmente, et d'autant plus que vous pouvez regarder, en France, il l'avait fait, vous regardez l'alternance politique, ça traverse l'alternance politique alors, sans aucun problème. La courbe est absolument droite, vous avez des politiques de droite ou de gauche, ça ne change absolument rien. Ce nombre de personnes qui se plaignent pour les agressions physiques augmente. Donc il y a quand même quelque chose de violent qui est en train de se développer, même si ce n'est pas de la même ordre que des crimes de sang. Voilà. On ne peut pas dire que la violence diminue complètement. Et ce n'est pas seulement une question subjective. Voilà. Alors, le temps avance. Ça va. Oui. Donc j'ai une question pour monsieur le sociologue. Selon vous, si nous étions maintenant immortels, serions-nous capables d'améliorer nos qualités morales et donc d'améliorer nos qualités morales, notre façon d'aimer et donc de devenir Tu veux qu'on... Je vais répéter. Donc, si on devient immortel, est-ce qu'on aura la capacité d'améliorer nos capacités morales? Et notre façon d'aimer et donc de devenir des chrétiens parfaits. Voilà. Donc, plus de temps pour mieux s'améliorer. Question suivante. Immortel. Moi, c'est une question pour... En fait, je me demandais si un progrès très important technologique, qui irait dans le sens du transhumanisme, est-ce qu'il n'y aurait pas le risque justement d'avoir une scission au niveau de l'humanité et d'avoir une humanité à deux vitesses, c'est-à-dire, mais oui, entre ceux qui subiraient le progrès, qui auraient un progrès qui serait engendré sur eux et d'autres qui eux ne l'auront pas, et donc est-ce qu'en fait on pourrait définir est-ce qu'on dirait qu'il y a deux humanités, ou alors moi c'est une question que je me pose. Donc la question de l'humanité à deux vitesses. Est-ce qu'avec plus de temps et une immortalité ou une immortalité, est-ce que ça ne donne pas la possibilité de nous améliorer? En fait, bon, quand j'étais jeune, on disait que plus on était vieux, plus on était... Bon. Donc je suis vieux. Bon, ouais. Non mais je rigole, mais non, oui, même pour moi c'est pas... Justement, ce que j'essayais de dire, c'est que c'est ni... Pour moi, ce sont deux choses indépendantes. Le fait de se décider à devenir quelqu'un d'autre, de se tourner vers les autres, de se tourner vers Dieu, c'est une chose qui n'a rien à voir avec la durée de vie. D'ailleurs, est-ce que, par exemple, moi, on parle de personnellement, si vous me demandez de choisir entre vivre 33 ans, ou à peu près comme le Christ, avoir une vie remplie, interpeller les autres, proposer vraiment des choses nouvelles et ouvrir une perception de Dieu, etc. 33 ans. Ou bien vivre comme Jeanne Calment, 120 ans, je ne sais plus, enfin... 122. Combien 122, à moins que c'était sa fille, on ne sait pas. Ben, une vie, disons, un peu pépère, dans laquelle il ne se passe rien, enfin, ce que j'ai compris. Hein. Bon, moi, je préfère quand même la vie de 33 ans bien remplie, vous voyez ce que je veux dire? Bon, donc, en fait, c'est autre chose. On est dans une autre dimension. Et au fond, moi, je suis toujours quand même... Je pense qu'il faut quand même toujours être un peu pessimiste. Bien sûr, il y aura, si vous avez des innovations de pointe, il y aura des favorisés. Et c'est pas l'investissement public qui va régler ça, je suis désolé. Parce que moi, je ne fais pas... L'investissement public, c'est bien, mais aujourd'hui, vous avez une concurrence entre les États. L'inégalité, elle n'est pas seulement entre personnes, elle est aussi entre États. Et les États riches, évidemment, et même s'ils font l'investissement public, ils vont mettre ça au service de leur politique de puissance personnelle. Ça, c'est évident. Je ne vois pas. Encore une fois, par contre, il y a une chose qu'on a vu fonctionner déjà. Il y a certaines recherches qui sont interdites. Hein, pour le coup, avec des comités d'éthique, etc. Ça ne veut pas dire qu'il y ait des cabinets noirs qui, pendant ce temps-là... Mais quand même, c'est pas si facile. Donc, effectivement, on peut interdire, au niveau international, certaines recherches, et ça s'est déjà fait. Et
Et ça fonctionne. Encore une fois, le piratage existe toujours, mais quand même, on peut lutter. Voilà. Donc, je pense que c'était à peu près ça que je voulais dire. Et puis, pour le reste, j'avais déjà répondu. Donc, merci, Monsieur de Coninck. La deuxième question était plus pour vous sur le progrès transhumaniste et la question de... Oui, bon, ça ferait vraiment au moins un quart d'heure de réponse, mais par rapport à vous, monsieur, donc, en fait, vous abordez implicitement la question de est-ce qu'il est possible... est-ce qu'il sera possible un jour de transférer ce qu'est la conscience, mais déjà on ne sait pas ce que c'est la conscience, sur un support informatique? Et si la réponse est oui, ça pose des problèmes vertigineux. Et si la réponse est non, ça peut quand même aussi poser des problèmes absolument vertigineux, parce que, c'est quand même un petit insert, parce que l'idée qu'on a généralement en France que l'intelligence artificielle forte est nécessairement liée à la conscience et donc on n'y arrivera jamais, est à mon avis une idée fausse. Mais bon, et donc il y a des risques par rapport à une intelligence artificielle forte qui n'aurait pas de conscience. Mais après, je dis aussi, juste après, je vais inscrire mon nom et mon adresse mail sur le tableau et le site internet. N'hésitez pas à me poser des questions. Surtout si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je réponds toujours, mais même si vous êtes d'accord, vous pouvez, et vous abonner à la lettre mensuelle La mort de la mort. Et alors, ensuite, sur cette question de l'inégalité, il me semble que je redis quand même, parce que, encore une fois, que oui, il y a un risque d'inégalité, un risque de société à deux vitesses, et que pour moi, la plus mauvaise manière de lutter contre ce risque, ce serait d'interdire des recherches, parce qu'alors ces recherches se feraient quand même, ou de ne pas investir publiquement dans ces recherches, parce qu'alors ces recherches se feraient dans des États moins respectueux que les nôtres, que l'Union européenne concrètement, et parce que alors ça favoriserait donc une société à deux vitesses. Et donc l'idée... En fait, à mon avis, monsieur de Coninck, pardon, je suis trop belge. D'un côté, vous avez dit les armes, on n'a jamais réussi à les empêcher. Maintenant, vous dites on a quand même réussi certaines recherches. Moi, je pense que le concept qui quand même progresse, que l'ADN c'est un patrimoine commun de l'humanité, que les modifications de cet ADN, on ne peut pas se les approprier pour des raisons, en faire un copyright, et que les recherches doivent être des recherches communes et qu'il faut mettre tout, encore une fois, tout en commun pour avancer pour la médecine. C'est une idée qui progresse bien, notamment d'ailleurs au niveau français, qui est plus avancé que la Belgique sur ce domaine-là. Donc moi je suis modérément optimiste, mais évidemment c'est pas inscrit dans les astres du tout, et ça dépend de nos investissements, et du fait que justement on se dise ces questions-là de santé, c'est une priorité, on en fait une priorité. Ouais. Non, mais juste parce que à partir du moment où une technologie existe dans le domaine public et n'est pas interdite, elle est utilisée par les militaires. C'est tout ce que j'ai dit. Et vous avez dit, mais je suis d'accord, par exemple, qu'on a interdit la guerre bactériologique, ça n'empêche pas qu'on s'agite dans les coins, que de temps en temps, ce sont les armes qui sont utilisées. Donc voilà, mais on arrive quand même à faire une police. Voilà. Bon, alors il me reste à vous souhaiter une bonne soirée.